Cet équilibre change à chaque fois qu'il fait face à une attaque directe, qu'il s'agisse d'une attaque militaire directe d'Israël ou des États-Unis, ou d'une attaque indirecte, n'est-ce pas? Une attaque diplomatique qui dit « Oh, vous savez, à tout moment, il pourrait lâcher une bombe nucléaire sur Tel Aviv » ou autre chose du genre. À chaque fois que cela se produit, j'ai l'impression, évidemment, je ne fais pas partie du gouvernement iranien, donc je ne fais que supposer ici, mais j'imagine que cela renforce la position de ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de ce programme. Je veux dire, cela doit renforcer leur position, non? Parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et pourtant, leur situation n'a cessé de s'aggraver. À un moment donné, la question sera, qu'ont-ils encore à perdre? Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je parle à nouveau avec le Dr Christopher Mott. Chris est chercheur à l'Institute for Peace and Diplomacy, et il est l'auteur du livre The Formless Empire, A Short History of Diplomacy and Warfare in Central Asia. Chris a récemment également écrit 2 articles expliquant pourquoi la guerre de 12 jours et les attaques conjointes américano-israéliennes contre l'Iran augmenteront plutôt que de diminuer la probabilité que cet État obtienne la bombe nucléaire, et comment le type de régime en place en Iran n'a finalement pas vraiment d'importance dans ces affaires. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Donc Chris, bienvenue à nouveau. C'est formidable d'être de retour, though. Eh bien, vous avez écrit 2 excellents articles, et vous soulevez un point très important. Car si l'on regarde les médias occidentaux, on pense ou on nous fait croire que le principal problème, c'est que l'Iran est une théocratie et une dictature autoritaire centralisée. Or, vous dites que non, cela n'a pas vraiment d'importance. Pouvez-vous expliquer votre point de vue? Oui, donc le fait est que, en Occident du moins, nous avons tellement l'habitude d'entendre parler de l'Iran comme s'il ne s'agissait que d'un régime théocratique, et rien d'autre. Pas comme cet État civilisationnel vieux de plusieurs millénaires, un État rare, capable de revendiquer une continuité culturelle presque aussi longue que celle de la Chine ou de l'Inde. Au lieu de cela, on le traite comme beaucoup de ces États arabes postcoloniaux, du type Sykes-Picot, qui se trouvent à proximité. Et je pense que cela sous-estime fondamentalement la nature du patriotisme iranien en particulier. Sans dire que ces mêmes personnes ne sous-estiment pas aussi le patriotisme des États plus jeunes, car il y a toujours un effet de ralliement autour du drapeau lorsqu'un pays est attaqué, n'est-ce pas? Et cela est toujours minimisé ou dévalorisé par une grande partie de la communauté aventuriste de la politique étrangère nord-atlantique, n'est-ce pas? Disons-le ainsi. Mais je pense que l'effet est encore plus fort dans un État comme l'Iran. Et c'est probablement, à l'avenir, quelque chose à garder à l'esprit lorsque les gens parlent de politique belliciste envers, je ne sais pas, la Chine un jour, peut-être. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un État qui se considère comme complètement distinct de son gouvernement. Je veux dire, peut-être pas son élite, bien sûr. Les élites se considèrent toujours comme l'État, si l'on veut. L'État, c'est moi, comme on le dit si souvent. Mais si l'on considère les personnes réelles, celles qui vivent leur quotidien, l'Iran est l'un des meilleurs exemples de populations qui, tant dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays, comptent à la fois des partisans et des opposants au gouvernement. De manière générale, les Iraniens ne sont pas seulement patriotes, ils sont aussi très fiers de leur civilisation. Et cet État civilisationnel, centré autour du plateau iranien, poursuit des intérêts stratégiques qui remontent à l'existence même des différents États iraniens, n'est-ce pas? Vous avez donc affaire à une puissance moyenne,
qui souhaite non seulement préserver sa souveraineté interne, mais aussi exercer une influence dans sa région. Et cela va entrer en conflit avec Israël, que tout le monde devrait reconnaître comme une puissance révisionniste très agressive dans la région. Cela va inévitablement provoquer des affrontements avec eux, quelle que soit la nature du régime, n'est-ce pas? Si les partisans du changement de régime obtiennent ce qu'ils veulent, si tous leurs rêves se réalisent exactement comme ils l'ont toujours promis, sans que cela n'arrive jamais, et si, cette fois, cela se produit, et s'il y a un gouvernement démocratique et laïque en Iran. Eh bien, il s'agira toujours de personnes qui ont été humiliées et embarrassées par une attaque israélienne. Une frappe de décapitation contre le gouvernement iranien qui leur donne une mauvaise image et qui, si elle reste sans réponse, pourrait en inviter d'autres à l'avenir. Ce nouveau régime iranien, mythique et démocratique, va être obsédé par la sécurité. Il voudra absolument conserver sa prépondérance dans sa région immédiate, en particulier sur l'Irak, qui a traditionnellement été un territoire soit dominé par le plateau iranien, soit par les rivaux de l'État occupant le plateau iranien. Je veux dire, combien de fois l'Irak a-t-il été disputé entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide, entre les Romains et les Sassanides, ou les Parthes? Je veux dire, encore et encore. C'est comme un point central éternel de la politique étrangère iranienne. C'est en quelque sorte leur voisinage immédiat. Et donc cette dynamique ne va pas disparaître, même si tous ces merveilleux rêves promis par les commentateurs se réalisent. Ça ne va pas changer, bien sûr. Pendant quelques années, il y aura des bouleversements, ils voudront se débarrasser des sanctions, ils tendront la main à d'autres, ils pourraient réorienter leur politique étrangère. Mais au final, vous savez, la géographie ne va pas disparaître. Les intérêts de cette communauté, qui est relativement stable, ne vont pas disparaître non plus. Et donc au final, que ce soit dans 5, 10 ou 15 ans, je n'imaginerai certainement pas beaucoup plus loin que ça. Vous allez voir un Iran qui sera l'une de ces puissances contestant l'influence au Moyen-Orient, quel que soit le régime en place. Cela va donc empêcher la domination israélienne de la région, d'une manière ou d'une autre. De plus, la Turquie fait aussi partie de ce jeu. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'une relation purement bipolaire. Ainsi, il est inévitable que l'on assiste. Je pense qu'Israël doit s'intégrer dans l'équilibre des puissances de la région, plutôt que de rester cette puissance perpétuellement révisionniste, ce qui est presque une façon politiquement correcte de dire un État très agressif. Oui, mais je veux dire, ça a été la stratégie israélienne, depuis au moins, je dirais depuis 68 ou même avant, d'être la puissance dominante, non? Et d'être celle qui contrôle ce qui se passe dans son voisinage proche. Et il me semble que l'Iran était censé devenir une sorte de méga-Syrie, non? Une avancée rapide et soudaine vers la capitale, décapitation, puis évidemment changement de régime. Et on a pu voir qu'aux États-Unis, le fils de l'ancien Shah se préparait déjà, debout devant les drapeaux. Et Twitter m'a surpris. Il veut récupérer ce poste. Je veux dire, son père avait littéralement été placé au pouvoir par un changement de régime, en renversant le démocratiquement élu Mossadegh. C'est assez fascinant. Mais en tout cas, c'était le rêve, non? Évincer ces gens et probablement établir des bases américaines sur la côte iranienne. Quelque chose comme ça a dû leur traverser l'esprit. Mais tu dis que, même si c'était le cas, cela ne résoudrait toujours pas le problème. Non, pas du tout. S'ils obtiennent l'option d'effondrement de l'État, ce qui est plus probable qu'un changement de régime net si l'on se fie à l'histoire récente, même si cela reste peu probable encore une fois, pour diverses raisons, et parce que selon moi, il s'agit d'un État globalement plus stable. Donc, s'il provoque un effondrement de l'État iranien, il se retrouve avec une super Syrie. Imaginons un instant que cela se produise. Encore une fois,
Israël n'est pas le seul acteur dans la région. Dans une situation d'effondrement total de l'État, l'Azerbaïdjan descend vers le sud. Et oui, l'Azerbaïdjan est très ami avec Israël, je le sais. Mais plus ils deviennent puissants, moins ils dépendent de leurs autres relations. La Turquie, je dirais, bénéficie sans doute bien plus qu'Israël de cette tournure des événements, car elle partage une frontière immédiate avec l'Iran, c'est un État beaucoup plus grand et plus peuplé, et elle dispose, selon moi, d'un levier diplomatique plus important auprès d'un éventail plus large d'acteurs impliqués dans ce processus, que ce soit la Russie, la Chine ou l'OTAN. Donc vous savez, Israël est aussi un pays très petit. Israël et l'Iran ne sont en réalité pas vraiment comparables. Israël profite surtout de son avantage en matière de financement américain et de son avance technologique. Mais ce sont là ses seuls atouts. À long terme, ces avantages pourraient disparaître, surtout si le gouvernement iranien devenait un gouvernement qui ne serait plus constamment sous sanction et qui n'aurait plus de fatwa religieuse contre, disons, certains types de recherches sur les armes. Donc, je vois clairement qu'il s'agisse d'un effondrement de l'État, d'un changement de régime ou d'un mélange des deux. Aucun de ces scénarios ne me semble d'ailleurs le plus probable. Israël ne devient en aucun cas une puissance hégémonique régionale. Même s'ils obtiennent absolument tout ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont plus jamais à s'inquiéter de l'Iran pour la génération à venir, cela ne fait que ramener la question de la Turquie, n'est-ce pas? Déjà, la Turquie et Israël se retrouvent en quelque sorte en Syrie. Ils ont, disons, Molotov-Ribbentropisé ce pays, et maintenant ils se touchent presque directement. Mais la Turquie partage immédiatement une frontière avec l'Iran, ce qu'Israël ne pourrait jamais faire. Et cela va, je pense honnêtement, si l'Iran est affaibli de manière critique, ils ne seront pas les principaux bénéficiaires. Ils ne tireront pas le principal avantage. Ensuite, la Turquie et Israël vont entrer en conflit l'un avec l'autre, parce qu'Israël, une fois de plus, refuse de s'intégrer dans la région. Donc cela va poser problème. Cela va poser un problème. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, il me semble, c'est que nous entrons dans une phase où la sacralité des frontières n'est plus qu'un vestige du droit international. Et nous assistons à un redécoupage des frontières. Je veux dire, nous le voyons en Europe. Nous le voyons avec ce que la Russie essaie d'accomplir en Ukraine. Nous le voyons dans les Balkans, avec ce que l'OTAN vient de créer avec le Kosovo. Et maintenant, nous le voyons au Moyen-Orient, en Asie occidentale, où Israël, apparemment, j'ai lu que la Syrie envisage sérieusement, le nouveau gouvernement syrien, M. Jolani, envisagerait réellement de céder le plateau du Golan à Israël. C'est comme si on disait, d'accord, ici, nous le reconnaissons comme étant à vous. Et vous savez, cette redéfinition, et bien sûr comme Gaza et la Cisjordanie, on peut clairement voir comment ces deux entités sont maintenant, vous savez, effacées petit à petit, l'une beaucoup plus rapidement que l'autre. Donc la redéfinition de la frontière semble être en cours. Et je me demande si cette idée de diviser la région en encore plus de petites factions n'est pas quelque chose qui traverse l'esprit des décideurs américains et israéliens. Vous savez, si vous pouvez fragmenter l'Iran en 15 États successeurs, eh bien, cela pourrait résoudre le problème. Eh bien, une chose que l'on remarque clairement, je pense, surtout dans les commentaires, peut-être moins grand public, mais pas totalement marginaux, tant aux États-Unis qu'en Israël, c'est une grande fixation sur les Kurdes, n'est-ce pas? Ils s'intéressent vraiment à la question kurde. Et du point de vue américain en particulier, je trouve cela très étrange parce que, même encore une fois, en prenant le meilleur scénario possible, un Kurdistan libre et indépendant serait découpé à partir de tant de pays différents. Il serait immédiatement détesté et attaqué par tous ces pays. Et contrairement à Israël, il serait enclavé, n'est-ce pas?
ce serait un pays complètement enclavé au Moyen-Orient, dépendant du soutien extérieur. Comment cela pourrait-il être viable, même de loin? Mais du point de vue israélien, j'ai vraiment l'impression que la question kurde est quelque chose qu'ils peuvent toujours brandir comme une sorte de menace. Nous pouvons totalement transformer cette région en Balkan si nous le devons. Je ne dis pas qu'ils réussiraient forcément, mais c'est, je pense, ainsi que leurs stratèges l'aperçoivent, comme un levier qu'ils pourraient théoriquement soutenir pour disposer d'une arme supplémentaire contre leurs rivaux régionaux. Et alors ce groupe serait vraisemblablement au moins en partie allié avec eux, non? Et ce serait, une fois de plus, une démarche révisionniste, où l'on redessine les frontières, où l'on crée un nouveau groupe plus favorable à Israël. Et alors, tous les acteurs de la région devraient concentrer leurs forces contre ce nouveau groupe plutôt que contre Israël. Oui, j'imagine que ce genre de choses est constamment envisagé. Comment on peut utiliser différentes communautés minoritaires? Je veux dire, regardez ce qui s'est passé en Syrie. Les Druzes en Syrie, il y a une grande population druze en Israël, et ils ont tendance à être, vous savez, pro-israéliens. Mais les Druzes en Syrie étaient, pas tous, mais beaucoup d'entre eux étaient pro-Assad pendant la guerre civile, n'est-ce pas? Et maintenant, leur situation est tellement critique parce que le gouvernement actuel se retourne en gros contre tous les groupes minoritaires, non? Mais maintenant, les Druzes en Syrie cherchent souvent à contacter Israël en demandant « Pourriez-vous nous protéger ?» Donc cela ouvre des opportunités, simplement s'il y a du chaos, que ce soit ordonné, structuré ou qu'il y ait un grand plan ou non. Oui, c'est pourquoi je ne pense pas qu'une solution stable pour l'Asie de l'Ouest soit ce qui préoccupe ces personnes. Ce qui les intéresse, c'est de provoquer les prochaines lignes de fracture sur lesquelles d'autres pourront ensuite s'affronter, parce que diviser pour mieux régner. C'est vraiment, vous savez, relativement simple sur le plan stratégique. Mais alors la question se pose, que peut-on faire contre cela, n'est-ce pas? Que peut faire l'Iran pour empêcher la région de se fragmenter encore davantage? Parce que ces actions pourraient en fait aussi servir ce plan, n'est-ce pas? En renforçant certains groupes et pas d'autres. Oh, je pense absolument que le gouvernement actuel de l'Iran a en fait commis une très grande erreur. Je comprends les raisons historiques. Mais je pense qu'ils ont fait une grosse erreur en misant autant sur la libération palestinienne. Car Israël et la Palestine sont aussi très éloignés de l'Iran, tout comme l'Iran est loin d'Israël, n'est-ce pas? Et donc, lorsque l'Iran projette sa puissance en Irak, c'est beaucoup plus efficace. Mais essayer de faire tout cela à travers l'Irak, la Syrie et le Liban devient une obsession. Et de cette manière, le gouvernement iranien actuel, à mes yeux, ressemble beaucoup, d'une manière étrange et inversée, au gouvernement américain actuel, car il est dominé par des personnes très idéologiques de la génération du baby-boom, qui sont très fixées sur les conflits hérités de leur époque. Donc, pour l'Iran, c'est un peu 1969. La seule façon de se libérer du statut de partenaire très subalterne, pour le dire poliment, des États-Unis, c'est d'être agressivement anti-israélien. Évidemment, je viens de dire que l'Iran, à mon avis, dans un monde où Israël est puissant, est destiné à être un rival d'Israël. Mais je ne pense pas que tout cet effort qu'ils ont consacré à la libération palestinienne ait vraiment du sens. Franchement, je ne crois pas que cela leur ait beaucoup servi. Et c'est un piège récurrent, ils se laissent sans cesse entraîner là-dedans. Ensuite, Israël peut mettre en avant l'argument selon lequel l'Iran est le plus grand sponsor du terrorisme, pour justifier ses actions. Bien sûr, c'est une affirmation très contestable, comme le sait quiconque a étudié les autres États de la région, y compris Israël lui-même d'ailleurs, qui, comme nous le savons tous, a en réalité soutenu Hamas à la volée pour le diviser de l'OLP avant le 7 octobre, et qui, nous le savons aussi,
a probablement eu certains liens officieux avec Daesh pendant la guerre civile syrienne. Ensuite, il y a tout ce que les différents États monarchiques du Golfe ont fait avec des acteurs non étatiques. Donc, bien sûr, est-ce que l'Iran soutient des groupes terroristes? Bien sûr que oui. Mais tout le monde dans la région le fait. Et c'est en quelque sorte le jeu auquel ils jouent tous. Pour moi, c'est un piège, n'est-ce pas? C'est un piège dans lequel l'Iran se fait entraîner. C'est un piège dans lequel tout le monde se fait entraîner. Et puis cela nous revient dans le monde nord-atlantique, où l'on entend « l'Iran est la plus grande menace pour la stabilité régionale à cause de ses liens avec le Hezbollah, à cause de ses liens avec les Houthis, etc., etc., etc. » Et cela ignore tout simplement le contexte selon lequel tout le monde dans cette région fait exactement la même chose. Je veux dire, à ce stade, c'est un jeu de sémantique. Non, pour le grand public. La sémantique veut que les États-Unis et Israël aient des alliés dans la région, tandis que l'Iran a des proxys. Et l'Iran finance des terroristes, alors que les États-Unis et Israël soutiennent des rebelles, ils soutiennent des mouvements de libération, n'est-ce pas? C'est purement sémantique, mais c'est la même dynamique qui se produit. C'est essentiellement une forme de construction d'alliance, non? Avec les grandes puissances, puis les plus petites qui descendent et qui disposent simplement de différentes manières d'acheminer des armes vers elles. Donc en un sens, l'un des problèmes est que la désescalade en matière de construction d'alliance n'a pas lieu. La construction d'alliance va continuer. Et on vient de voir qu'un camp a perdu quelques-uns de ses alliés, tandis que l'autre les a toujours, voire en a même plus maintenant. Je soupçonne fortement que l'une des raisons pour lesquelles ce genre de frappe de décapitation israélienne inutile a eu lieu, c'est parce qu'ils estiment que c'est leur chance, non? Le calendrier fonctionne. Le Hezbollah est mis hors jeu, au moins temporairement. Les Palestiniens sont en position de faiblesse, pour le dire gentiment. La Syrie est hors jeu. Je pense que la Syrie était en quelque sorte le pivot essentiel qui permettait de contenir Israël, ou du moins de le garder concentré sur son voisinage immédiat. C'est maintenant qu'il passe à l'action, non? Si 2 adversaires sur 3, ou 3 sur 4, sont vraiment à terre, peut-être qu'on peut aussi s'occuper du dernier. Peut-être que c'est le moment d'y aller. Il existe donc une incitation pour de nombreuses personnes au sein du gouvernement israélien à saboter activement la diplomatie en ce moment, car elle pourrait ne pas obtenir un accord aussi avantageux plus tard, que ce soit parce que la position de l'Iran se renforce ou parce que les États-Unis adoptent à l'avenir une perspective moins militarisée sur la question, ce qui pourrait aussi simplement être dû à des raisons démographiques. Je veux dire, il devient de plus en plus évident que tous les Américains en dessous d'un certain âge, enfin, pas tous, mais vous voyez ce que je veux dire, proportionnellement parlant, le soutien à Israël, qui était extrêmement populaire chez les générations plus âgées, pour le dire gentiment, et ce, quel que soit le spectre idéologique, est aujourd'hui presque l'inverse, non? Si vous regardez les personnes de moins de 50 ans, il y a une attitude massivement négative envers Israël. Encore une fois, à travers tout le spectre idéologique. Et nous savons tous qui paie le plus, parmi tous les soutiens étrangers, à Israël et à son armée. C'est les États-Unis. Donc je pense qu'ils se disent que beaucoup de choses sont désormais soumises à un compte à rebours, n'est-ce pas? C'est donc l'occasion. Si vous voulez vraiment frapper leur grand adversaire, si vous voulez vraiment envoyer un message à toute la région, c'est maintenant qu'il faut s'en prendre à l'Iran. Maintenant, cela a échoué. Je veux dire, cette stratégie s'est heurtée à un mur, un peu comme la stratégie des États-Unis en Afghanistan, qui à un moment donné a simplement atteint ses limites.
on ne pouvait tout simplement pas tout utiliser. Même avec toute la puissance militaire, on ne peut pas franchir ce dernier obstacle. Alors selon vous, qu'est-ce que cela implique maintenant? Parce que vous avez aussi écrit sur cette question constante, cette question récurrente des armes nucléaires. Et bien que l'Iran ait une fatwa contre ces armes, je pense aussi que cet épisode a été une indication très claire que vous savez, les armes nucléaires pourraient bien être la seule chose qui vous sauve au bout du compte, parce que la diplomatie ne le fait pas. Même le TNP ne le fait pas. L'Occident dit désormais officiellement, y compris l'Europe, nous ne nous soucions pas du TNP. Nous n'en avons rien à faire. Tout ce qui y est écrit, si nous ne sommes pas d'accord, alors vous ne pouvez pas l'avoir. Et donc avec l'article 2 de la Charte des Nations Unies, c'est maintenant, vous savez, noir sur blanc. C'est comme le sale boulot. Alors quel message cela envoie-t-il aux États qui regardent cela de façon réaliste? Je veux dire, j'y pense depuis la chute de Kadhafi, honnêtement, parce que Kadhafi a vu ce qui s'est passé en Irak. L'Irak n'avait en réalité pas grand-chose en matière de... Ils avaient à l'origine un programme d'armes de destruction massive, mais ils ne l'ont pas poursuivi. Et c'est justement parce qu'ils ne l'ont pas poursuivi qu'ils ont peut-être été si faciles à renverser en tant que gouvernement, même en mettant de côté tout ce qui a suivi, qui n'a pas été facile. Mais vous voyez ce que je veux dire. Kadhafi a vu là une ouverture diplomatique vers l'Occident, n'est-ce pas? Il pouvait dire « J'arrête le programme libyen d'armes de destruction massive. Et ce faisant, vous savez, lever les sanctions contre moi, me rétablir dans la normalité diplomatique, etc. » Et vous savez, pendant quelques années, cela a fonctionné. Mais ensuite, plusieurs pays de l'OTAN ont décidé qu'ils voulaient se débarrasser de lui lorsque l'occasion s'est présentée pendant le printemps arabe. Et ils l'ont fait. Et depuis ce moment-là, je me demande, et je sais que je ne suis pas le seul, pourquoi quelqu'un renoncerait-il à ces armes de destruction massive? Surtout parce que cela se passait en même temps que la Corée du Nord n'était clairement ni attaquée, ni envahie. Maintenant, il y a d'autres raisons à cela. Vous savez, la Corée du Nord a une sorte d'alliance défensive avec la Chine. Personne ne va s'en prendre à la Chine. Personne ne veut mener une guerre terrestre contre une très grande armée sur la péninsule coréenne. Mais encore une fois, c'est aussi un facteur de dissuasion, n'est-ce pas? La Corée du Nord possédait la force militaire la plus puissante parmi ces soi-disant États voyous. Mais je dirais aussi que le programme nucléaire nord-coréen n'est pas seulement une protection contre les États-Unis. Je pense qu'il leur donne un peu plus de poids face à leurs voisins, la Russie et la Chine. Pas qu'ils vont les bombarder ou quoi que ce soit, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un État vassal, vraiment pas. Et on a vu une ligne beaucoup plus indépendante dans la politique étrangère nord-coréenne, je dirais, ces 10 ou 15 dernières années, en particulier vis-à-vis de la Chine. Donc je pense que les gens regardent cela et regardent la Libye, et ils ont raison de se poser des questions. Maintenant, est-ce que cela signifie que la prolifération nucléaire est une bonne chose? Probablement pas. Je pense que, dans un monde où le Moyen-Orient, en particulier, ne posséderait aucune arme nucléaire, ce serait formidable et il faudrait préserver cette situation. Mais le problème, qui est si souvent ignoré, c'est qu'il y a un État au Moyen-Orient qui possède des armes nucléaires, même si ce n'est pas officiel, n'est-ce pas? Et cet État, c'est Israël. Il se trouve aussi que c'est une puissance révisionniste. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles il s'agit d'une puissance révisionniste, c'est qu'elle dispose d'une dissuasion nucléaire sur le plan défensif, ce qui lui permet de libérer pleinement ses capacités offensives. Donc même s'il serait idéal qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires au Moyen-Orient, je ne vois pas les Israéliens y renoncer de sitôt. Il est très déstabilisant qu'une seule puissance, surtout une puissance très agressive, en dispose alors que personne d'autre n'en a.
D'une certaine manière, il est légitime de se poser la question, est-ce pire que si d'autres puissances de la région disposaient également d'une dissuasion nucléaire et étaient obligées de parvenir à une détente entre elles? Évidemment, il y a toujours des inquiétudes dans ce genre de situation, surtout lorsqu'on a affaire à un régime théocratique. Je comprends cela, mais on ne peut pas reprocher la logique stratégique. Il devient de plus en plus évident que si vous êtes menacé par une grande superpuissance, si vous figurez sur leur liste, que ce soit pour un changement de régime ou pour être transformé en une autre Syrie ou autre chose, alors il faut vraiment envisager toutes les options pour se défendre, car aucun gouvernement ne peut gouverner s'il vit dans la crainte de s'effondrer à tout moment sous la pression étrangère. Je veux dire, peu importe à quel point un gouvernement est populaire ou autre, il ne sera pas pris au sérieux par son peuple s'il ne garantit pas la sécurité contre une attaque extérieure. Et donc, je pense que le simple fait de voir l'hypocrisie flagrante sur la question des armes de destruction massive de la part de la communauté censée les surveiller et les réguler, c'est inévitable. Non seulement que l'Iran continue de s'y intéresser, à moins que cela ne fasse partie d'un accord plus large qui garantisse leur souveraineté et leur indépendance vis-à-vis d'Israël. Ils subissent beaucoup de pression en ce moment. Cela pourrait arriver. Mais oublions l'Iran un instant. D'autres pays vont aussi observer la situation, que l'Iran poursuive ou non son programme nucléaire. Et en ce moment, si je devais parier là-dessus, je dirais qu'ils vont continuer. Surtout, puisqu'il semble que les dégâts causés au programme n'ont pas été aussi importants que beaucoup le prétendent. Mais même s'ils ne le font pas, même s'ils considèrent cela comme une sortie diplomatique pour établir des relations plus normales, ce qui serait formidable, du moins à court terme de mon point de vue, d'autres pays vont se dire « Eh bien, je ne veux pas que cela m'arrive. Regardez cette frappe de décapitation. Qui voudrait? On voudrait mettre en place autant de moyens de dissuasion que possible pour empêcher qu'une telle chose ne vous arrive. » J'ai vu des gens comparer cela à Pearl Harbor, mais c'est pas du tout comme Pearl Harbor. Ce serait comme si, d'une manière ou d'une autre, la marine japonaise avait saisi le canal de Panama, puis avait pu lancer des attaques de porte-avions sur Washington, D.C. et tuer un tas de gens à la Maison-Blanche. Le degré auquel cette attaque massive, qui, soit dit en passant, va définitivement empoisonner les sentiments iraniens envers Israël, peu importe, encore une fois, quel que soit leur gouvernement. Le simple fait que d'autres pays voient cela, ils doivent se dire, nous devons nous prémunir contre ce genre de choses, peu importe ce que c'était, que ce soit un changement de régime ou simplement la semence du chaos. Nous devons nous replier sur nous-mêmes. Et donc, je pense que davantage de pays dans le monde vont sérieusement envisager les armes de destruction massive lorsqu'ils seront confrontés à ce genre d'alternative. Car s'ils n'ont pas les avantages technologiques ou la supériorité numérique des pays qui les ciblent, ils doivent d'une manière ou d'une autre rééquilibrer le rapport de force. Cela fera donc inévitablement partie du futur dialogue sur la sécurité. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que c'est une façon rationnelle et occidentale, issue du réalisme des relations internationales, de voir les choses. Et je suis d'accord avec cela. C'est ce qui découle logiquement de ces actions. Ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui empêche réellement l'Iran d'avoir un programme d'armes nucléaires, ce sont leurs convictions religieuses. Les convictions religieuses qui, dans l'opinion publique, sont dépeintes comme un archaïsme barbare et sanguinaire, sont précisément ce qui a poussé l'ayatollah Khomeini à émettre une fatwa contre ces armes de destruction massive, car elles ne sont pas compatibles avec l'islam. Pouvez-vous en parler un peu? Quelle est la probabilité que cet argument théologique contre les armes nucléaires disparaisse?
Eh bien, c'est justement la question en ce moment, n'est-ce pas? Je mentirais si je disais que je sais ce que cela signifie pour le gouvernement actuel. Mais je pense qu'à chaque fois que leur souveraineté est menacée, cela va inévitablement pousser de plus en plus de membres des gardiens de la Révolution vers l'armement du programme nucléaire, simplement comme mesure défensive. Mais la chose principale, et c'était, le point nucléaire était l'élément central de mon argumentaire avec The American Conservative. Mais ici, je peux le relier à l'article que j'ai écrit pour Unheard sur l'aspect plus politique interne de l'Iran. Je pense que les jeunes Iraniens ont généralement une opinion assez négative du gouvernement, n'est-ce pas? Et je pense aussi qu'il y a un fort rejet de la religiosité ostentatoire du gouvernement. Je pense que les Occidentaux se trompent en voyant cela comme un désir du peuple iranien de devenir occidental. C'est une illusion très répandue et narcissique que beaucoup de libéraux nord-atlantiques entretiennent à propos des autres pays, n'est-ce pas? Mais je pense tout de même qu'un grand nombre d'entre eux veulent du changement. Et je ne serais pas surpris non plus que des jeunes au sein de l'appareil sécuritaire partagent secrètement ce sentiment. Ce qui pourrait arriver, c'est ce fameux changement de régime qui ouvrirait la voie à un Iran nucléaire, d'une certaine manière, parce qu'on aurait un gouvernement beaucoup plus laïque qui dirait que ces histoires de fatwas stupides sont la raison pour laquelle Israël a pu nous malmener. Et vous savez, nous allons faire passer nos intérêts avant des préoccupations théologiques archaïques. Et nous allons devenir une puissance nucléaire à l'avenir. Peut-être pas immédiatement, mais nous allons nous pencher sur la question. Parce que franchement, pourquoi devrions-nous avoir une fatwa qui nous affaiblit? N'est-ce pas? Nous voulons être un gouvernement fort et national. Et nous avons été freinés par ces islamistes qui ont mis les préoccupations arabes en premier, plutôt que, vous savez, la véritable Iran qui précède l'islam, etc. C'est une issue tout à fait plausible, n'est-ce pas? Et donc, le meilleur scénario envisagé par l'Occident est en réalité celui qui risque le plus de conduire à un Iran doté d'un certain type de capacité de dissuasion supplémentaire qu'il n'a peut-être pas aujourd'hui, qu'elle soit nucléaire, chimique ou autre. N'oublions pas les frappes qu'a menées l'Iran sur le front de la décapitation. Ils ont éliminé toute l'ancienne génération, en réalité. Ils ont éliminé précisément ceux qui étaient encore ancrés dans ce type de pensée. Quel type d'interprétation plus récente et plus jeune de la sécurité émerge aujourd'hui ou sont déjà au pouvoir? Cela reste à voir. Mais peut-être puis-je vous interroger sur votre évaluation du rôle de l'AIEA, car aujourd'hui, on lit dans les journaux que M. Grossi déclare désormais « D'accord, l'Iran est probablement à seulement quelques mois de retrouver sa position d'avant. Et pour moi, l'AIEA était censé être un chien de garde et un facteur de stabilité. Mais il me semble que c'est tout le contraire. Je veux dire, les États-Unis ont réussi à les récupérer en grande partie et à leur faire dire ce qu'ils voulaient entendre. Quelle est votre interprétation? Oui, j'ai du mal à lire celui-là. Je ne suis pas sûr de pouvoir apporter quelque chose que tu n'as pas déjà dit toi-même. Je dirais simplement que la seule chose qui me vient toujours à l'esprit quand ce sujet est abordé, que ce soit par l'AIEA ou même simplement par les médias en général, c'est qu'on nous dit depuis, je ne sais pas, 30 ans maintenant, que l'Iran est au bord de posséder l'arme nucléaire. Et soit c'est le précipice le plus long du monde, soit ils se retiennent intentionnellement, non? Et dans l'un ou l'autre de ces cas, soit ils sont plus loin que ce que l'on pense, et tout le monde exagère la situation pour justifier une attitude belliciste envers l'Iran, soit ils ont été au bord du précipice et ont simplement choisi de ne pas aller plus loin parce qu'ils n'en ont pas encore ressenti le besoin, n'est-ce pas? Donc, la menace que cela se produise pourrait être plus utile sur le plan diplomatique
que la réalité elle-même. Cet équilibre change à chaque fois que l'Iran fait face à une attaque directe, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois, que ce soit une attaque militaire directe d'Israël ou des États-Unis, ou une attaque indirecte, n'est-ce pas? Une attaque diplomatique qui dit « Oh, vous savez, à tout moment, ils vont lâcher une bombe nucléaire sur Tel Aviv. » Ou peu importe. À chaque fois que cela arrive, j'ai l'impression. Évidemment, je ne suis pas à l'intérieur du gouvernement iranien, donc je ne fais que supposer ici. Mais j'imagine que cela renforce la position de ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de ce programme. Je veux dire, ça doit renforcer leur position, non? Parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et pourtant, leur situation n'a cessé de s'aggraver. À un moment donné, ce sera « qu'est-ce qu'on a encore à perdre ?» Mais en ce qui concerne spécifiquement l'AIEA, je n'en ai aucune idée. C'est juste difficile de la prendre au sérieux en ce moment. Je veux dire, le 2 poids, 2 mesures fait partie de tout cela. Non? C'est la façon dont ils analysent la situation en Iran par rapport à d'autres pays. Tout le monde le voit. Oui, mais vous savez, c'est tellement frustrant parce que l'AIEA, tout comme l'OIAS, en ce qui concerne la Syrie, est censé avoir une fonction d'inspection extérieure afin de rassurer tout le monde sur ce qui se passe. Et cela, en soi, est une bonne idée. C'est une idée pour créer de la stabilité. Mais on voit dans les deux cas comment les puissances occidentales ont pu soutenir ces institutions, puis les utiliser pour justifier leur agression, même contre une meilleure connaissance des faits. Cela soulève la question, comment changer cela? Parce que vous savez, l'AIEA est basée en Autriche, parce que l'Autriche est neutre. Et l'AIEA est censée bénéficier de cette neutralité, tout comme la Croix-Rouge bénéficie de la neutralité suisse pour être un arbitre. Mais elle ne fonctionne pas ainsi. Quelle serait la bonne manière de réinitialiser ce type d'idée de supervision dans ce monde multipolaire? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à cela. Je pense cependant qu'avant d'aborder l'aspect constructif évident, je suis content que vous ayez évoqué la Syrie et l'OIAC d'ailleurs, car je pense qu'il faut d'abord un véritable examen des événements passés, ainsi que de leurs conséquences, n'est-ce pas? Parce que toute personne qui suivait la guerre civile syrienne savait que toutes les parties avaient accès à des armes de destruction massive. Pourtant, la façon dont on en parlait laissait entendre qu'un seul camp en possédait ou les utilisait. Et pourtant, une fois qu'Obama a prononcé son fameux discours sur la ligne rouge, nous savons tous qui avait le plus d'intérêt à provoquer une attaque chimique pour ainsi déclencher une intervention extérieure, n'est-ce pas? Ce sont le genre de choses qui nécessitent une véritable remise en question. Et si nous voulons prétendre à une quelconque neutralité ou à une force de supervision en matière d'énergie nucléaire, il faut être conscient du fait que l'effondrement d'un État, avant tout, est vraiment néfaste dans ce contexte. N'est-ce pas? Plus il y a d'acteurs à gérer, plus le problème s'aggrave. Donc, un État défaillant. L'Iran risque de connaître une version nucléaire du problème des armes chimiques en Syrie, où plusieurs groupes différents pourraient potentiellement avoir accès à on ne sait quel type de matériaux. Et on ne sait pas comment ils pourraient l'utiliser pour rallier divers acteurs extérieurs à leur cause dans le cadre d'un conflit interne. N'est-ce pas? Donc, évidemment, toute organisation extérieure souhaite traiter avec un État stable et fonctionnel. Cela devient impossible lorsque l'État est constamment miné par des acteurs extérieurs. Comment gérer cela? Je veux dire, je ne sais pas comment les organisations elles-mêmes s'y prennent, mais c'est un argument en faveur du fait que le corps diplomatique de toute la région devrait d'abord rechercher la paix et la stabilité, plutôt que de viser en priorité la fin des programmes nucléaires. Non. Il faudrait absolument parvenir à un accord diplomatique, et ensuite avoir, espérons-le, un arbitre neutre pour évaluer les programmes de chacun.
Parce que si vous essayez de faire l'inverse, ce qui est le problème de l'approche des États-Unis et d'Israël sur cette question, n'est-ce pas? Ils veulent l'accord nucléaire avant toute autre chose. Pour moi, c'est complètement absurde, non? Parce qu'il est absolument nécessaire d'avoir de la stabilité et de ne pas vivre sous la menace constante d'une rupture du cessez-le-feu, ou que des publications sur Truth Social viennent bouleverser la diplomatie ou quoi que ce soit d'autre. Il faut un certain degré de stabilité, avec des diplomates présents dans les pays respectifs qui dialoguent. Et une fois que ce niveau de normalité est atteint, on peut alors s'intéresser aux acteurs non étatiques qui surveillent les programmes des uns et des autres. Et bien sûr, il faudrait aussi un certain niveau de réciprocité, n'est-ce pas? Si l'on autorise des inspections du programme nucléaire iranien, il serait juste, même si on connaît déjà la réponse, de demander qu'ils puissent aussi examiner celui d'Israël. Israël a constamment dit non, et ils ont constamment affirmé « Nous n'avons pas cette chose ». Mais il est aussi clair qu'ils les possèdent. Et la seule chose, encore une fois, pour laquelle il faut féliciter l'Iran, à mon avis, c'est que l'Iran n'a pas réellement essayé de frapper le désert en Israël, où ils ont leur eau lourde, l'usine du Negev, où ils ont leur réacteur à eau lourde. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas attaqué le site nucléaire, ni l'autre. Probablement aussi parce qu'ils savent que cela pourrait déclencher l'utilisation d'armes nucléaires contre eux. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est une situation dans laquelle deux États dotés de l'arme nucléaire se permettent d'attaquer le programme nucléaire civil d'un État non doté de l'arme nucléaire, ce qui est illégal à tellement de niveaux. Mais c'est désormais la nouvelle réalité, la nouvelle norme, n'est-ce pas? C'est devenu acceptable. Car à ma connaissance, je ne sais même pas si l'AEA l'a condamné ou non. Et ils ont probablement dû le condamner, mais je n'en suis pas informé. Je ne sais pas non plus, en fait. Ce serait utile de le découvrir. Mais je ne sais pas. Oui, parce qu'ils ont aussi joué le même rôle en Ukraine et en Russie, non? Quand l'Ukraine bombardait la centrale électrique que les Russes occupaient sur le territoire ukrainien. Et l'AEA dit encore aujourd'hui, « Nous ne savons pas d'où venaient les obus. Les deux camps s'accusent mutuellement. C'est la chose la plus absurde au monde. L'idée que les Russes continuent de bombarder la centrale qu'ils occupent eux-mêmes. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Donc oui, au final, tout se résume à la capacité brute, la capacité d'avoir un tel programme ou non. Oui, je veux dire. Je pense que même si des armes nucléaires sont utilisées, évidemment, elles n'ont pas été utilisées de manière active, hors test, depuis leur première utilisation. La simple menace de leur existence confère un avantage inné aux pays qui les possèdent, même si la guerre est entièrement conventionnelle. Donc cette guerre de 12 jours, qui est peut-être sous un cessez-le-feu très temporaire en ce moment, pour autant que nous le sachions, donc cela pourrait durer plus longtemps, jusqu'à présent, tout a été entièrement conventionnel. Mais cela a clairement influencé les choix de l'Iran concernant ce qu'il pouvait attaquer ou non, et lui a imposé des contraintes qu'Israël n'a pas. Et une fois de plus, cela ne s'adresse pas seulement à l'Iran, mais au monde entier. Vous opérerez en position de désavantage, même si vous ne menacez pas de monter le niveau DEFCON ou autre. C'est simplement un désavantage inhérent, de fond, auquel vous serez confronté si les choses tournent vraiment mal avec une puissance nucléaire. Il y a une raison évidente pour laquelle, une fois que l'Inde a obtenu l'arme nucléaire, le Pakistan a immédiatement dû se concentrer sur l'obtention de l'arme nucléaire. En tant qu'outsider surtout, il avait le sentiment que sa survie même était en jeu. Donc, c'est difficile à critiquer. Je veux dire, oui, je ne suis pas partisan de la prolifération nucléaire, mais il est vraiment difficile de critiquer des gens qui ne veulent tout simplement pas être désavantagés. Non? Genre, on peut être fier du fait que, eh bien, nous n'avons pas cédé.
Tu sais, nous n'avons pas cédé et nous n'avons pas obtenu l'arme nucléaire. Regardez-nous. Mais tout le monde voit bien que vous opérez en position de faiblesse, y compris, j'imagine, beaucoup de critiques internes aussi. Donc plus les relations diplomatiques se détériorent, plus ça pousse, je pense, tout le monde dans cette direction à long terme. Donc tu sais. Pensez-vous qu'il existe un équivalent à l'arme nucléaire? Parce que nous avons vu à quel point l'Iran a réussi avec son programme de missiles et à quel point il dispose de missiles vraiment, vraiment puissants. Et encore une fois, si l'un d'eux était dirigé, disons, contre la centrale électrique du désert du Negev, cela pourrait causer autant de dégâts, de destruction et de pollution, n'est-ce pas, au-delà de l'imagination. C'est quelque chose que nous ne voulons pas voir. Mais il existe certaines menaces que l'on pourrait considérer comme similaires à la possession d'une arme nucléaire. En voyez-vous certaines? Ou bien, les armes nucléaires restent-elles cette chose unique que personne ne peut égaler en termes de potentiel destructeur sur le champ de bataille? Eh bien, jusqu'à présent, ils semblent inégalés. Mais cela ne m'étonnerait pas que les gens s'intéressent de plus en plus à des alternatives qui ne sont pas des armes nucléaires, mais qui offrent tout de même un énorme pouvoir de dissuasion. Donc, cela pourrait être, je ne sais pas, cela pourrait être une forme d'arme chimique, non? La seule chose que je n'envisage pas, ce sont les armes biologiques, car elles ne peuvent pas être contrôlées, n'est-ce pas? Une fois relâchées, elles peuvent aller partout, potentiellement même revenir vers vous. Vous n'avez absolument aucun contrôle là-dessus. Donc c'est probablement une impasse, j'imagine. Mais certaines formes d'armes chimiques, j'imagine, pourraient à l'avenir être conçues pour être incroyablement mortelles, mais aussi spécifiques à une région. Il y a certaines, je ne dis pas que c'est déjà une ADM, mais cela pourrait en constituer la base. Vous avez des choses comme en Russie, la bombe à carburant air, non? Où elle utilise un vide, c'est comme une bombe à vide, et elle provoque d'immenses destructions matérielles sur une très grande superficie, mais sans créer de retombées radioactives ou quoi que ce soit de ce genre. C'est essentiellement juste une énorme boule de feu qui crée ensuite une grande poche d'air aspirée. Donc il y a, enfin, je ne suis pas ingénieur, mais il existe probablement des alternatives que les gens pourraient envisager en se disant « cela pourrait être un moyen de dissuasion sans recourir au nucléaire ». Il faudrait simplement plus d'investissement technologique, de créativité et de savoir-faire en ingénierie, ce que je n'ai clairement pas. Donc, vous savez, ne me demandez pas, je ne fais qu'émettre une hypothèse ici. Mais ça ne m'étonnerait pas que certains voient les choses ainsi. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas que quoi que ce soit surpasse vraiment l'arme nucléaire. Et même si c'était le cas, parce qu'elle a été utilisée lors d'une grande guerre, ses effets sont très démontrables. Je pense qu'elle aura toujours un peu plus d'impact diplomatique, un peu plus de poids, jusqu'à ce qu'elle soit peut-être dépassée par autre chose. Mais pour l'instant, cela semble être l'élément ultime sur lequel les gens se focalisent. Mais tu soulèves un point très pertinent ici, à savoir que les gens pourraient chercher des alternatives conventionnelles, disons, pour la dissuasion, qui pourraient être différentes et plus faciles à faire passer discrètement, puis dire « Oh, c'est une carapace supplémentaire pour la tortue, non ?» Il est plus difficile de percer notre souveraineté parce que nous avons cette forme de dissuasion, quelle qu'elle soit. Cela pourrait être une chose judicieuse à faire, car cela permet aussi d'éviter l'attention, si l'on veut, que suscitent les armes nucléaires, qui attirent immédiatement l'attention de tous sur le programme de défense de votre pays. Oui, et cela ne veut pas dire que nous souhaitons que cela arrive. C'est simplement l'une des conséquences logiques de ce que nous observons actuellement. Parce que nous assistons à l'effondrement de beaucoup de ces structures, y compris le TNP,
n'est-ce pas? Tous ces mécanismes que nous avons essayé de mettre en place pour limiter l'armement et la capacité de destruction. Mais tout cela disparaît et est démantelé en temps réel selon moi, principalement par les pays occidentaux. Cela nous conduit donc, malheureusement, à la prolifération dans le domaine nucléaire et à la prolifération de la fabrication d'armes conventionnelles. Ce n'est pas seulement ça non plus. Je veux dire, nous nous sommes concentrés sur l'Iran parce que c'est au centre de l'actualité. Et c'est un peu ce à quoi, vous savez, mes deux articles faisaient référence, j'y pensais en les écrivant. Nous nous sommes concentrés sur les États qui sont, disons, sur la liste noire de l'OTAN. Mais ces préoccupations s'appliquent en réalité à d'autres pays aussi. On peut voir des pays frontaliers de la Russie, ils ne veulent pas être le prochain Ukraine, réfléchir à quels moyens de dissuasion supplémentaires ils pourraient avoir. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est Taïwan, non? Réfléchissez-y, d'accord? Il s'agit d'un certain type de programme de dissuasion furtive, quelle qu'en soit la forme, destiné à compenser l'évidente supériorité conventionnelle massive de la Chine. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une discussion limitée aux États voyous. C'est vraiment une discussion sur la manière de gérer un avenir multipolaire et les types de dilemmes de sécurité imprévisibles qui en découleront. Et cela pourrait concerner Taïwan. Cela pourrait concerner la Pologne. Il ne s'agira pas seulement de ces pays officiellement considérés comme des méchants, si l'on peut dire. Oui, c'est pour cela que toute cette campagne de 12 jours, ou peu importe sa durée, en Iran, a des répercussions bien au-delà de l'Iran et de l'Asie centrale. Je dirais même qu'elle a des conséquences encore plus importantes que la guerre russo-ukrainienne, en ce qui concerne le type de débat qu'elle va déclencher dans d'autres États, car celle-ci va en susciter beaucoup, notamment dans le Sud global. Ah oui, vraiment. Bon, ce n'est pas une discussion très réjouissante, mais je suis content de l'avoir avec toi, Christophe. Chris, pour les personnes qui souhaitent te lire davantage, où doivent-elles aller? Institut pour la paix et la diplomatie pour une grande partie de mon travail professionnel. Et j'ai un site personnel appelé GeoTrickster pour les choses moins professionnelles. Je vais essayer de mettre les liens dans la description ci-dessous. Dr. Christopher Mott, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal.